L'Assemblée nationale a voté des mesures d'urgence cette nuit. C'est 10 milliards de plus dans le budget. Est-ce que cette crise des gilets jaunes, elle valait 10 milliards ? Elle nécessitait sans aucun doute des mesures d'urgence parce qu'il y avait, je crois, un ras-le-bol qui s'exprimait, un ras-le-bol fiscal que j'avais moi-même noté quand j'étais ministre des Finances, c'était il y a 5 ans, en 2013. Je crois qu'il y a aussi un ras-le-bol des inégalités dans le pays, le sentiment qu'il y a un peu un deux poids deux mesures, que certains sont toujours gagnants et d'autres risquent d'être perdants avec une crainte de déclassement. Il y a aussi une forme de ras-le-bol de l'invisibilité, des gens qui ont l'impression on ne m'écoute pas, on ne me reconnaît pas. Et le mouvement des Gilets jaunes charriait tout ça avec une aspiration centrale qui était l'aspiration du pouvoir d'achat. Et oui, il fallait y répondre. C'est coûteux, mais il fallait y répondre. Et d'ailleurs... Et Emmanuel Macron y a répondu de la bonne manière. Pour vous, ce sont les mesures adéquates pour répondre à cette urgence économique et sociale ? Il fallait absolument répondre à cette urgence économique et sociale qui était l'urgence du pouvoir d'achat, que ça a un coût, qu'il faudra ensuite voir comment ce coût est maîtrisé et inclus dans la stratégie de finances publiques. Cette nuit à l'Assemblée nationale, pendant le débat, Éric Woerth parlait d'un choc de dépenses non financées. Est-ce que vous êtes d'accord ? D'abord, mais si, il est financé. La question, c'est de savoir s'il est bien financé. Alors, est-ce qu'il est bien financé ? D'abord, il y a effectivement cette dizaine de milliards. Disons que le déficit de la France, tel qu'il est présenté aujourd'hui, devrait être de 3,2% en ce Ça, c'est ce que dit Édouard Philippe. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Je pense que ce chiffre n'est pas irréaliste, après les données qui sont les miennes, à peu de choses près. On sera peut-être au-dessus, même. Je crois... Enfin, ce que j'ai aujourd'hui, les données qui nous sont parvenues, elles sont sérieuses, et j'ai rencontré Bruno Le Maire à Bruxelles, qui est venu me voir et qui m'a donné des précisions utiles, montrent que 3,2, mais vous savez, 3,2, c'est déjà un chiffre élevé. C'est au-dessus des fameux 3%, et la France sera la seule, en 2019, à repasser au-dessus des 3%, avec toutefois une chose que je veux souligner, qui est un facteur atténuant, c'est qu'à l'intérieur des 3,2% français, il y a 0,9 points qui correspondent au transfert du CICE sur une baisse pérenne de charges sociales, ce qui fait que le déficit sous-jacent est à 2,3, 2,4, ce qui reste encore élevé dans la sphère européenne. Et donc, par rapport à ça... Effectivement, 0,9, c'est le CICE, vous pensez qu'en 2020, la France repassera en dessous des 3%? Je le pense, et il le faut. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai dit, et je le redis ici, ce sont les règles. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas parce que je suis français, parce que j'aime mon pays, ou parce que j'aurais je ne sais quelle indulgence. Un pays peut passer au-dessus de 3% sur un an, dès lors que ce n'est pas au-dessus de 3,5%, ça ne justifie pas de procédure particulière. Il ne peut pas être 2 ans de suite au-dessus de 3%, car sinon, à ce moment-là, on rebascule dans ce qu'on appelle une procédure pour déficit excessif. Dès lors que le déficit français, ce dépassement sera temporaire, exceptionnel, et j'ajoute limité, il est acceptable. Et c'est en ceci que je peux porter un regard sur le financement. Mais mon souhait, vraiment, c'est qu'il soit le plus limité possible. Pourquoi ? Pas par respect de je ne sais quelles règles qui viendraient de l'extérieur. Moi, je ne suis pas extérieur. Les règles que j'applique sont des règles qui ont été décidées par les chefs d'État et de gouvernement, qui ont été votées par les parlements. Ce sont des règles qui s'appliquent à tous. Et ce sont des règles qui ont aussi une logique de bon sens, c'est d'éviter que la dette publique n'explose. Parce qu'il y a un autre chiffre, c'est qu'à 3,2%, on va se rapprocher sans doute des 100% de dette publique. Et la France ne peut pas vivre durablement avec une dette publique qui soit élevée. Et c'est la raison pour laquelle il faudra en effet qu'après 2020, au-delà de cette poussée qui est justifiée par une situation exceptionnelle, le fleuve, ou plutôt la rivière, retrouve son lit et qu'on soit capable, je crois, d'avoir en France aussi un respect durable des critères de finances publiques en dessous de 3%. Alors, vous avez vu qu'un accord a été trouvé entre le ministre de l'Intérieur et les policiers. Accord qui coûte, c'est une revalorisation de salaire. Est-ce que vous craignez que cet accord fasse boule de neige et que du coup, la rivière ne retrouve pas son lit, comme vous le dites ? Encore une fois, je n'ai pas, moi, à m'immiscer dans la politique intérieure française, dans les choix qui sont faits. Est-ce que vous dites attention à ne pas trop sortir le chéquier ? Ce que je dis, c'est que, vous me parliez des 3,2%, 3,2% me paraissent documentés, justifiés, c'est limité, c'est exceptionnel, et ça doit le rester. Et donc je crois qu'il faut aussi garder ce sens de la mesure, mais je n'ai pas du tout à intervenir dans les négociations, et je comprends que des catégories qui sont durement sollicitées, et les gardiens de la paix l'ont été, puissent faire l'objet d'un geste. Mais il faut que tout cela soit maîtrisé. Parce que vous savez, il y a aussi une façon de financer certaines mesures, c'est de faire des économies ailleurs. La situation française ne vous met pas un peu en délicatesse, notamment par rapport aux partenaires européens comme l'Italie, qui viennent frapper à la porte de Bruxelles, disant « bon, on va dépasser ». Vous êtes, vous, sur
le poste exposé, là. Qu'est-ce que vous leur dites? On accepte à Paris ce qu'on vous accepte? J'y passe beaucoup de temps. Et au fond, je suis plutôt content qu'entre l'Italie et la France, on n'ait pas fait deux poids, deux mesures. Parce qu'en effet, j'avoue que je me serais senti, même si les règles pouvaient l'expliquer, pas tout à fait à l'aise d'expliquer que 2% en Italie c'était trop et que 3,2% en France, ça passait. Ouais. C'est vrai que ça a posé question. Mais c'était la vérité, d'une certaine façon. Parce que le problème italien est un problème différent. C'est un pays qui voulait lancer une politique de relance sur plusieurs années, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, et qui par ailleurs a 130% de dette publique, et donc faire une politique de relance quand vous êtes très endetté, ça percutait d'autres règles, les règles de déficit structurel, parce qu'il n'y a pas que le déficit dit nominal, mais je ne veux pas devenir technique, parce que tout de suite on va se noyer. Mais j'ai réussi, avec la Commission, à faire en sorte, justement, que l'Italie ne soit pas sanctionnée, qu'il n'y ait pas de procédure de déficit excessif. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans mon métier. Certains aiment à dire que Bruxelles, c'est je ne sais quelle bureaucratie féroce qui impose, qui punit, qui sanctionne. Je déteste punir, je déteste sanctionner, je préfère inciter, je préfère dialoguer. Et l'accord que nous avons trouvé avec le gouvernement italien, qui permet à l'Italie de mener la politique qu'elle souhaite, parce que là encore, c'est pas parce que je n'aime pas M. Salvini que je lui nie la légitimité d'être vice-premier ministre ou à M. Di Maio, c'est pas de ça dont il s'agit. Donc ils peuvent mener la politique qu'ils veulent, mais ils le font dans le respect des règles. Et ils ont en effet rabaissé un certain nombre de dépenses qui étaient excessives. Ils ont pris des mesures qui permettent désormais d'avoir un budget qui soit compatible avec les règles. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait avoir des règles respectées et en même temps une démocratie qui fonctionne. Et donc l'Italie et la France ont été traitées exactement de la même façon et c'est une bonne chose. Je ne voulais pas qu'on soit exposé à ce risque de deux poids, deux mesures. La bonne façon de le faire, c'est que tout le monde finalement respecte les règles. Les européennes, dire un petit mot, c'est un dossier que vous connaissez. La prochaine échéance, y compris en France, c'est les élections européennes. Ce sont les élections européennes. Vous restez fondamentalement socialiste ? Je reste un social-démocrate, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'on doit être totalement pro-européen, mais qu'on doit aussi mener un combat européen qui combat les inégalités et qui promeut des formes démocratiques, et qu'il faut que nos institutions européennes, justement, soient plus accessibles, qu'elles soient plus ouvertes et qu'elles tiennent compte des aspirations citoyennes. La gauche paraît pas unie. La gauche est totalement désunie. Le Parti socialiste, je pense, n'a pas jusqu'ici trouvé tout à fait ses choix. Le fait que Ségolène Royal, par exemple... Non, mais je ne veux pas être dans ce commentaire-là, j'en ai fini avec ça. Elle souhaitait participer avec les écologistes à une liste commune. Je n'ai pas à commenter ce que fait la gauche française aujourd'hui. Je veux dire simplement que ces élections sont des élections difficiles, que ce sont des élections dangereuses, parce qu'il y a pour la première fois un défi populiste et un défi d'extrême droite. Pour la première fois ? Oui, pour la première fois, il n'y a plus d'eurosceptiques, mais il y a des europhobes. Et donc, il faut absolument que les pro-européens se battent pour ce qu'ils croient, c'est-à-dire pour l'Europe. Il faut qu'on parle du Brexit. Oui, en parlant de l'Europe, un dossier important, évidemment, le Brexit. Est-ce que vous croyez encore un accord possible ? Il y a un accord. Il est là. C'est un accord qui a été signé et qui est le meilleur possible. Maintenant, ça devient aussi une affaire de politique intérieure britannique. Le vote, on le sait, sera difficile. L'Union européenne s'est déjà exprimée la semaine dernière en disant qu'elle était prête à aider Madame May à convaincre, mais qu'il ne s'agissait pas de renégocier. Et je pense que cet accord, il est là, et c'est sur la base de cet accord qu'il faut avancer. Le no deal, c'est une catastrophe économique ? C'est un sujet tout à fait préoccupant parce que, en effet, il y a un risque pour les chaînes d'approvisionnement. Il y a surtout un risque tout à fait massif, et on le sait, pour le Royaume-Uni, qui connaîtrait probablement une récession. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne serait touchée, mais moins. C'est-à-dire que nous sommes moins dépendants de tout ce qui nous entoure, plutôt du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni est dépendant de tout ce qui l'entoure. Mais bon, j'espère encore, c'est peut-être mon vœu pour 2019, que nous conjurerons ce risque.